Voilà, donc juste un petit mot pour nous présenter. Alors, si la présentation veut bien se lancer. Voilà. Qui sommes-nous? Donc, ce webinaire vous est présenté par Excelis et Jean-Marc Gilliot, évidemment. Donc, Excelis, nous développons des solutions logicielles d'analyse et de traitement d'images et de données géospatiales, voilà, afin d'en extraire les infos pertinentes pour vos projets, et vous verrez quelques exemples dans cette présentation. Jean-Marc Gilliot, maître de conférence pour l'INRA et AgroParisTech, donc l'INRA, Institut national de la recherche agronomique, le premier institut de recherche agronomique en Europe, et AgroParisTech, donc voilà, la grande école européenne d'ingénieurs dans le domaine de l'agriculture et de l'environnement. Donc pourquoi ce webinaire? Tout simplement pour comprendre l'agriculture de précision, voilà, comprendre cette nouvelle approche de l'agriculture et comment l'exploiter avec les nouvelles techniques de télédétection. Voilà, donc vous verrez quelques exemples et vous pourrez interagir avec Monsieur Gilliot à la fin de la présentation. Donc juste avant de passer la main à Monsieur Gilliot, j'aimerais vous poser une petite question, voilà, pour savoir un petit peu qui vous êtes. Voilà, je voudrais savoir, est-ce que vous utilisez déjà des techniques de télédétection pour des projets liés à l'agriculture? Alors, je vais lancer, voilà, le sondage et vous pouvez voter. Donc, voilà, il y a quatre réponses possibles. Oui, j'utilise déjà la télédétection pour l'agriculture. Oui, mais pas pour l'agriculture. Non, mais je suis susceptible de l'utiliser dans le futur. Et non, je n'utilise pas du tout la télédétection. Donc, je vous laisse quelques instants pour voter. Et puis, je partagerai les résultats ensuite. Voilà, donc je vois que la plupart des gens ont voté. Alors, les résultats du sondage, 49% oui, j'utilise déjà la télédétection. Pour l'agriculture, d'accord, donc on a la moitié des personnes, voilà, des auditeurs qui utilisent déjà la télédétection pour l'agriculture, donc c'est très intéressant. 19% oui, mais pas pour l'agriculture, et 27% non, mais je suis susceptible de l'utiliser. Et 5% je n'utilise pas du tout la télédétection. Très bien. Donc voilà, donc je vais passer la main à Monsieur Gilliot. Voilà. Est-ce que vous avez mon écran? Oui, je le vois. C'est bon, bah, parfait. Donc merci beaucoup Madame Kolesnik. Donc le plan de l'intervention du webinaire d'aujourd'hui que je vous propose, donc quelques éléments d'introduction et de contexte, des éléments sur les méthodes qui peuvent être utilisées justement pour de l'agriculture de précision et plus particulièrement avec des approches de télédétection. Et on verra ensuite dans une partie suivante des exemples d'applications, essentiellement on verra avec des applications drones, et puis quelques conclusions et perspectives. Donc effectivement, je suis enseignant-chercheur dans une UMR, une unité mixte de recherche, INRA AgroParisTech, qui s'appelle Environnement et Grande Culture, et plus particulièrement dans l'équipe de sciences du sol, donc on s'intéresse en particulier à la fertilité des sols, à la matière organique des sols. Et donc moi je fais partie d'une équipe qui travaille plutôt sur la partie spatialisation, donc les détections et approches géomatiques. Donc l'agriculture de précision, qu'est-ce que c'est, et quelles sont ces approches d'agriculture de précision qui sont actuellement développées. Donc l'agriculture de précision, c'est essentiellement un concept de conduite des parcelles agricoles qui repose sur un constat d'existence d'hétérogénéité à l'intérieur de la parcelle. On parle souvent d'hétérogénéité intraparcellaire, hétérogénéité essentiellement due au sol,
Et donc l'idée, ça va être essayer de prendre en compte cette hétérogénéité pour faire varier les pratiques agricoles. Donc le concept, c'est la prise en compte de cette variation intraparcellaire. Donc on va classiquement avoir un premier objectif qui va être de réaliser différentes zones à l'intérieur de la parcelle. On parle souvent de zonage. Et c'est ce zonage qui va servir de base à cette pratique d'agriculture de précision, ou en tout cas aux décisions qu'on doit prendre dans le cadre de l'agriculture de précision. Donc à l'intérieur de ces zones, on va chercher, c'est le terme consacré à moduler, c'est-à-dire à faire varier différentes pratiques agricoles à l'intérieur de ces zones. Alors effectivement, dans la plupart des cas, les engins qui vont se déplacer dans la parcelle vont être équipés de GPS qui vont leur permettre, avec une carte embarquée, de savoir à chaque instant dans quelle zone ils se situent. C'est grâce à ce positionnement GPS que l'ordinateur de bord, on parle de console, va être capable de faire varier, de moduler les pratiques à l'intérieur de chacune des zones. Donc classiquement, dans l'approche, on va distinguer 3 étapes dans l'approche d'agriculture de précision. Une première étape qui va consister justement à caractériser cette variabilité intraparcellaire pour déterminer des zones. Bon, là, c'est essentiellement le cas des sols. Donc on va utiliser différents capteurs, on verra quelques-uns, qui permettent justement de caractériser cette variabilité intraparcellaire. Ça peut être des mesures de télédétection, ça peut être des capteurs de géophysique, par exemple. Et donc le premier objectif, c'est réaliser la cartographie de ce zonage intraparcellaire. Le deuxième, qui est plus complexe, c'est l'étape de prise de décision. Qu'est-ce qu'on fait de ces différentes zones? Comment est-ce qu'on va faire varier justement les pratiques? Donc là, ça repose essentiellement sur une expertise agronomique, pédologique, où on va prendre des décisions, on va définir des règles de modulation pour le système. Donc ça, on va dire que c'est l'étape la plus sensible en fait, dans la démarche. Et la troisième étape, c'est la mise en œuvre de ces règles de modulation. Donc là, c'est essentiellement de l'agrotique, c'est-à-dire, on va dire, des systèmes électroniques qui vont permettre de piloter les épandeurs, le soc de labour, enfin différents engins agricoles, pour les piloter en fonction des règles de décision choisies et du positionnement GPS de l'engin. Donc la modulation intraparcellaire, elle peut concerner en tout cas pratiquement l'ensemble des opérations culturales, avec certaines qui sont plus classiquement développées que d'autres, mais par exemple le travail du sol, il y a déjà des expériences qui ont été faites de moduler le travail du sol en fonction de la nature des sols. Le semis, on peut semer plus ou moins densément, donc régler un semoir justement pour répondre à ces différentes zones. Les apports d'amendement, les apports d'engrais, alors ça je dirais que c'est le plus classique, ça va être le cas le plus classique, la modulation des apports d'engrais, la protection des cultures, donc un désherbage ciblé, où on va essayer de ne pas mettre des fongicides ou des désherbants partout, mais on va cibler les zones les plus infestées. Et l'irrigation aussi, il existe même des exemples où on va moduler l'irrigation en fonction des besoins de la plante à l'intérieur de la parcelle. Donc c'est une approche qui est assez générale, même si dans, on va dire, 80%, 90% des cas, c'est essentiellement la modulation de la fertilisation qui est surtout mise en avant. Donc essentiellement la modulation de la fertilisation azotée et beaucoup pour les grandes cultures, même si on verra, ça peut concerner d'autres types de cultures, bien sûr. Alors je l'ai évoqué tout à l'heure en introduction, nous on s'intéresse beaucoup dans l'équipe au carbone organique dans les sols, parce que c'est un facteur de fertilité important pour les sols agricoles. C'est aussi un des modes de stockage du CO2, donc qui peut servir à contrebalancer les émissions actuellement avec le réchauffement climatique, les émissions de CO2. Et un autre volet de cet aspect carbone organique, c'est aussi de s'intéresser au recyclage de ce qu'on appelle les PRO, les produits résiduaires organiques. Donc c'est toutes les matières organiques recyclables, ça peut être des déchets alimentaires, des déchets de l'agriculture, qu'on va recycler comme engrais. Et donc ça c'est une approche qui se développe pas mal actuellement, sur laquelle on travaille. Donc effectivement, l'idée c'est aussi de substituer une partie de la fertilisation chimique par ces fertilisations avec ces déchets organiques recyclés, de manière à effectivement réduire la pollution par l'engrais chimique. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a plusieurs programmes de recherche où on s'intéresse à ces problèmes d'agriculture de précision et de carbone organique. Donc c'est intéressant de moduler la fertilisation de la matière organique de la même façon que la fertilisation chimique, pour apporter ces apports-là dans les zones qui sont les plus adéquates. Donc pour cela, il faut qu'on détermine le stock en carbone organique des parcelles agricoles,
Et donc, il faut qu'on le détermine cartographiquement. Hein, on a vu tout à l'heure la première étape d'établissement des zonages. Donc pour ça, il faut des outils qui permettent de mesurer cartographiquement, en particulier le carbone organique, donc des mesures spatialisées. Donc là, la télédétection, c'est vraiment une approche très pertinente, hein, puisqu'elle va nous donner des mesures en tout point de l'espace. Et on va voir qu'on a des corrélations qui existent entre des comportements spectraux dans des mesures radiométriques et la teneur en carbone organique. Voilà, donc là en particulier, on va voir quelques exemples de méthodes développées pour ces types d'approches-là sur le carbone organique, hein. Donc plus éventuellement d'autres approches aussi, hein. Donc les mesures de réflectance, télédétection satellitaire ou proxy détection et drones sont beaucoup utilisés actuellement. Donc je vais vous présenter la zone d'étude sur laquelle on a fait ces différentes expérimentations. Le dispositif un peu général de suivi, hein, et la modélisation justement du stock de carbone. Donc l'agriculture de précision, hein, on a vu tout à l'heure, bon, il faut tout un tas de dispositifs technologiques pour la mettre en œuvre, hein. Bon, GPS pour le positionnement des engins, des capteurs, alors là je n'en parlerai pas ici, mais au moment de la récolte, on peut aussi dans la moissonneuse mesurer le rendement de la culture en chaque point grâce à des capteurs qu'on appelle des capteurs de rendement. Des systèmes capables de gérer de l'information spatialisée géographique, hein, donc SIG, où on a vu avec des outils par exemple d'Excelis, donc avec Envy par exemple, des outils d'imagerie, hein, qui permettent de gérer ces informations. Des systèmes, on va dire, d'agrotique, hein, donc des systèmes qui permettent de piloter tous les engins agricoles, un épandeur par exemple. Et puis des capteurs qui permettent de mesurer justement la variabilité qui va servir de base à l'établissement des zones, hein, on a déjà évoqué pour les données de télédétection. Et l'imagerie aérienne est donc une de ces méthodes de mesure, hein, satellite, prise de vue aéroportée, avion, et plus récemment des prises de vue drone qui apportent aussi des éléments assez intéressants, on le verra tout à l'heure. Alors le pilotage de tous les équipements, la partie que j'ai qualifiée un peu tout à l'heure d'agrotique, hein, bah, on a de plus en plus maintenant sur les engins agricoles un positionnement GPS, une console de bord qui est un véritable ordinateur de bord, qui est capable de piloter tous les appareils, et y compris d'ailleurs le tracteur lui-même, hein, c'est ce qu'on appelle les approches d'autotract, hein, c'est-à-dire un système qui est capable de conduire, entre guillemets, le tracteur, hein, automatiquement. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé ces dernières années. Donc là, on a l'exemple d'un épandage avec un système John Deere, hein. On voit la rampe d'épandage. Donc là, on a représenté virtuellement les zones, hein, avec les taches vertes qu'on voit au milieu de la parcelle, et on voit l'épandeur qui se coupe et s'allume, hein, au moment du passage dans certaines des zones. Donc ça, c'est typiquement le pilotage classique de l'agriculture de précision, hein. On va voir un engin qui, grâce à son positionnement GPS et sa console de bord, hein, va être capable de faire varier ses apports dans chacune des zones. Là, on a le cas, j'avais évoqué il y a un instant l'autotract, hein, donc on voit avec des positionnements quelquefois hyper précis, puisque là, on a des engins qui sont positionnés au centimètre près. Hein, donc ça, c'est des applications qui existent dans le cas du maraîchage, par exemple, hein. Donc on a des techniques comme ça très précises de positionnement GPS très fines. Si on revient plus sur les données de télédétection, donc la mesure de base, c'est une mesure de réflectance, dans tous les cas, quel que soit le type d'appareil qu'on va utiliser. Donc on va mesurer un rapport entre une énergie réfléchie et une énergie incidente. Et donc ça, c'est le concept de base de tous les capteurs radiométriques, hein. Et donc ces capteurs radiométriques, on peut les utiliser pour l'agriculture avec des capteurs au sol. Donc ça peut être un opérateur qui fait une mesure sur une plante ou sur un sol. Sur des capteurs embarqués à différents niveaux d'altitude. Donc ça peut être pour les altitudes les plus basses des drones, de l'ordre de quelques dizaines de mètres à 150 mètres, des avions, des satellites d'observation ou éventuellement des satellites géostationnaires pour des applications plus globales. Donc ce type d'approche radiométrique, télédétection, hein, il existe effectivement pour l'agriculture à différents niveaux d'échelle, avec différentes précisions. Donc sur les applications plus fines, on a le cas classique donc, du conseil à la fertilisation azotée. Donc à partir des mesures de télédétection, on peut corréler la réflectance du végétal à une surface foliaire, un LAI, hein, classiquement, en passant par exemple par le calcul d'un indice de NDVI, bon, ce qui se fait classiquement avec des outils de type Envy, des outils de télédétection classiques, hein. Et grâce à cette estimation, donc grâce au NDVI, on va pouvoir estimer les variables biophysiques, c'est-à-dire vraiment les variables de la plante, donc en particulier le LAI,
et on peut établir des modèles qui vont pouvoir donner un conseil, une préconisation sur la dose d'azote à apporter en fonction du développement de la culture. Alors cette partie-là, elle peut être assez longue à développer, hein, bien sûr, c'est la partie la plus complexe, ce qu'on a appelé tout à l'heure les règles de décision. Ici un autre exemple sur les sols, on a parlé tout à l'heure du matière organique, donc même approche, hein. On va corréler des mesures de réflectance sur le sol nu, cette fois sans végétation, et on va établir, par exemple par une régression statistique, une relation entre la variable d'intérêt, ici la matière organique, et la réflectance. Donc dans le cas de la matière organique, hein, il existe des corrélations linéaires entre la réponse de la réflectance et la teneur en matière organique. Donc c'est cette relation-là qui permet de prédire la teneur en matière organique à partir de la réflectance, bien entendu, sinon on ne pourrait pas utiliser cette approche. Donc là, vous avez un exemple sur ce qu'on appelle un spectre de réflectance, hein. Donc on a en abscisse la longueur d'onde et en ordonnée la réflectance entre 0 et 1. Et on voit que globalement, ici, avec deux exemples de sol, avec des teneurs en matière organique différentes, hein, il y en a un qui a 10 grammes par kilo et l'autre à 36 grammes par kilo. Et plus le sol va être riche en matière organique, plus globalement il est sombre. Et on voit qu'il y a un effet global sur le spectre. Hein, le spectre s'abaisse quand la teneur en carbone organique augmente. Et cet abaissement, il peut être en partie proportionnel à la teneur en carbone organique. Donc on arrive à établir effectivement des relations linéaires entre la teneur en carbone organique et la réflectance dans certaines longueurs d'onde du sol. Alors ces capteurs de radiométrie, hein, je l'ai déjà évoqué un petit peu tout à l'heure, on peut les retrouver à différents niveaux d'échelle. Par exemple, directement sur un tracteur, donc il existe déjà, en particulier pour le conseil à la fertilisation azotée, des capteurs embarqués, bon, différentes marques, hein, les deux plus utilisés c'est le M-Sensor et le Green Seeker de Trimble, qui permettent de faire une mesure spectrale en temps réel et de moduler la fertilisation. Donc ça, c'est le premier cas de figure où on utilise un capteur radiométrique avec une action en temps réel. Deuxième cas de figure, on utilise un capteur radiométrique mais avec une étape supplémentaire, c'est-à-dire première étape, la mesure radiométrique va donner une carte et à partir de cette carte, dans un deuxième temps, au niveau de l'agriculteur, sur le tracteur, on va appliquer la fertilisation, la modulation. Tout simplement parce que le capteur, cette fois, est dissocié du tracteur, hein. C'est soit un satellite, soit éventuellement un drone pour les applications les plus récentes. Donc ici, vous avez l'exemple du capteur N-Sensor. Donc on a un capteur radiométrique qui mesure sur le côté du tracteur la réponse radiométrique de la culture. Et grâce à des abacs qui ont été établis par le vendeur, hein, on a pu corréler la dose d'azote à apporter par rapport à ce capteur radiométrique. Pour tous ces suivis radiométriques, hein, je l'évoquais tout à l'heure, on peut aussi avoir des capteurs directement sur le terrain. Donc là, c'est plus dans une phase de développement de recherche, de mise au point des méthodes, hein. Ici, vous avez ce qu'on appelle un spectroradiomètre, donc un radiomètre qui va permettre de mesurer la réponse spectrale justement sur un point très précis au sol. Donc ça, c'est un outil indispensable pour développer justement les modèles qui permettent de relier la réponse spectrale, soit du sol ou de la végétation, et les variables d'intérêt, par exemple le développement de la culture, la teneur en azote de la culture ou la teneur en matière organique dans le cas d'un sol nu comme ici par exemple. Donc au niveau de l'agriculture, il existe déjà des solutions. On a évoqué des capteurs embarqués comme le M-Sensor. Il existe bien sûr aussi des solutions à base de satellites, comme le programme FarmStar, hein, où l'agriculteur peut s'abonner à ce programme-là et obtenir des cartes de préconisation établies à partir d'images satellites pour la fertilisation azotée, hein, de ces parcelles. Donc ça, c'est un programme qui est mis au point par EDF Arvalis, hein, et qui existe déjà depuis pas mal d'années, donc qui repose sur la prédiction du LAI et de la teneur en chlorophylle, hein, à partir d'images satellites et de mesures complémentaires, hein. Il n'y a pas que des images satellites qui sont utilisées. Donc ça, c'est un cas, je dirais, qui est déjà opérationnel depuis pas mal d'années. Donc là, pour la matière organique, la limite qu'on a souvent dans ces approches de télédétection, c'est que la mesure spectrale est une mesure uniquement sur la toute petite surface de la parcelle, hein. C'est vraiment une mesure, puisqu'en fait la longueur d'onde, le rayon lumineux, il est pénétrant de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde, hein. Donc si on est dans les micromètres, on mesure que le premier micromètre, hein. Mais bon, en général, nous, les approches qu'on développe, c'est qu'on travaille à des moments bien précis, c'est-à-dire on travaille au moment où l'horizon a été travaillé avant le semis. Donc là, on peut considérer qu'on a une homogénéisation de l'horizon de surface et que ce qui est mesuré est représentatif, hein, bon, ça on l'a déjà établi, des 30 premiers centimètres, disons, de la partie travaillée du sol.
Alors, au niveau de l'équipe, nous, on a déjà pas mal travaillé sur de l'approche de télédétection classique, hein, en utilisant des images satellites ou des images qui ont été établies par des vols aéroportés. Hein, et on a établi ça dans différents programmes ANR ou des programmes ADEME, sur en particulier le programme ProStock, sur le suivi du stock de carbone dans les sols. Et là, on essaie de développer effectivement le suivi, l'étude de la potentialité de l'imagerie drone pour ce type de suivi. Donc ça, c'est des études qui sont menées essentiellement, pas uniquement, mais essentiellement sur un territoire qui s'appelle la plaine de Versailles et le plateau des Alluets, qui est un territoire, un regroupement de communes à l'ouest de Versailles, environ 20 000 hectares, hein, on a à peu près 10 000 hectares agricoles, sur lesquels on fait l'essentiel de nos suivis. Donc là, je vais vous montrer deux exemples essentiellement sur, on verra, deux sites particuliers, un qui s'appelle Cali Agro, qui est un site chez un agriculteur de la plaine de Versailles, mais qui est suivi par l'INRA depuis 1998, sur lequel on fait des essais au champ, justement, sur des apports de produits organiques. Et donc là, on verra un essai de suivi de la végétation et un essai sur une parcelle qui s'appelle la Grande Borne, chez M. Hubert, dans la plaine de Versailles, un agriculteur, sur laquelle on a fait une expérimentation l'année dernière sur le suivi du carbone organique. Donc voilà, oui, là j'avais anticipé un petit peu, j'ai remis un transparent sur le site Cali Agro, hein, c'est un site expérimental, donc INRA avec Veolia aussi, hein, sur justement l'étude au champ des effets des apports de pro. Donc voilà, c'est une petite parcelle expérimentale d'environ 6 hectares sur lesquels il y a des placettes où on teste différents types de produits organiques, hein, sur différentes cultures. La parcelle de la Grande Borne, donc le deuxième site expérimental, c'est une parcelle de 13 hectares dans la région de Maule. On voit ici une petite animation là sur Envy en 3D. Donc on voit qu'on est sur un petit plateau, hein, sur une parcelle d'environ 13 hectares. Bon, il y a un petit effet de pente aussi sur la parcelle. Donc c'est sur cette parcelle-là, on va voir tout à l'heure, on a fait des mesures sur le stock de carbone du sol. Donc dans ces expérimentations, là, on a utilisé deux types de drones en fait pour les prises de vue aéroportées. Un drone de la société Aerinov, qui était un peu le prototype initial en 2013, et pour cette année, on a utilisé un modèle qui est développé par SenseFly, qui s'appelle le EB, qui est assez répandu, on verra, c'est facile à utiliser. Donc en 2013, ça c'est la manip sur la parcelle de la Grande Borne, hein, où on a utilisé ce drone pour faire des images sur les sols nus pour le suivi du carbone organique. Donc là, on a utilisé un capteur multispectral qui permet en particulier de suivre l'infrarouge, hein, parce que ça je ne l'ai pas précisé pour l'instant, mais en particulier pour la végétation, mais aussi pour les sols, l'infrarouge apporte des informations très intéressantes pour ce suivi. Donc ça c'est le deuxième drone, donc le EB de SenseFly. On a aussi un capteur multispectral, hein, c'est le capteur de la société Aerinov, qui a été développé par Aerinov, une start-up française. Donc on a un capteur 4 bandes, hein, rouge-vert, proche infrarouge, et ce qu'on appelle le red edge, c'est-à-dire juste à la limite entre le rouge et l'infrarouge, qui est assez intéressant pour suivre le taux de chlorophylle. On peut remarquer qu'aussi sur la face supérieure de la caméra, ici, hein, on a une pastille blanche qui est en fait un capteur de luminosité qui permet de mesurer la luminosité ambiante en temps réel. Et on peut aussi utiliser un capteur photographique classique, hein, pour faire des prises de vue visibles à plus haute résolution. Ce qui est important à comprendre avec ces prises de vue d'imagerie qu'on utilise avec les drones, c'est qu'il s'agit d'une approche photogrammétrique. C'est-à-dire que là, on va passer par une représentation 3D, hein, en fait, de la scène. Donc le principe, c'est qu'on va faire toute une série de prises de vue très recouvrantes, c'est-à-dire les photos se recouvrent, les photos successives se recouvrent beaucoup les unes les autres. Donc on voit ici, par exemple, sur les deux photos, on voit bien le véhicule, la voiture qui est sur les deux photos. On va avoir cette voiture qui est décalée entre les deux prises de vue. Ce décalage, c'est ce qu'on appelle le parallaxe, hein, ce décalage dans le coordonné de l'image, de la scène. Et grâce à ce parallaxe, connaissant l'altitude de vol du drone, l'angle de prise de vue, on peut déterminer effectivement la position X, Y, Z de la voiture et pas simplement sa couleur. Donc ça va nous permettre de générer un modèle en 3 dimensions, ce qu'on appelle un nuage de points 3D. Donc on a les coordonnées X, Y, Z et la réflectance ou la couleur du point en chaque position de la scène. Donc ça c'est un peu le principe de base de toutes ces prises de vue, c'est l'approche photogrammétrique. Donc là, pour arriver effectivement à traiter la parcelle entière, hein, on a toute une chaîne de traitement qui correspond effectivement à cette réalisation de la scène 3D. Hein, donc ça peut concerner
au départ une centaine, voire plusieurs centaines d'images pour couvrir une parcelle. On peut dans certains cas avoir besoin de corriger les effets d'éclairement, puisque comme on a une série de prises de vue qui n'est pas synchrone, on a des variations d'éclairement. Donc là, suivant les capteurs, on a vu que sur le capteur Erinov, on avait un capteur un luxmètre qui permet de mesurer la variation d'éclairement. On peut aussi corriger des effets de vignettage plus classiques, hein. On va bien sûr mosaïquer, c'est-à-dire regrouper en une seule image de la parcelle toutes ces photos et les géoréférencer pour qu'elles puissent être traitées dans un logiciel géographique ou un logiciel de télédétection classique comme Envy par exemple. Alors ça peut nécessiter dans certains cas d'utiliser des cibles au sol pour des positionnements très très précis, puisque là on en est sur de l'imagerie qui parfois est centimétrique, hein. Donc là voilà les chaînes un peu photogrammétriques classiques, bon ça reprend un peu ce que j'évoquais à l'instant. Il y a un point supplémentaire par contre sur cette diapo-là, c'est au niveau des sorties. Une fois qu'on a le modèle 3D, hein, on va bien sûr pouvoir sortir une orthophoto de la parcelle entière, mais aussi une donnée complémentaire qui va être un modèle numérique de surface, c'est-à-dire qu'on va obtenir le Z en chaque point. Donc ça peut être assez intéressant pour certaines approches, hein. On en verra un exemple tout à l'heure. Donc effectivement, un des points centraux, je l'évoquais tout de suite, c'est le fait que là, on n'a pas une image, mais on a, par exemple, sur cette parcelle-là, on avait acquis plus de 200 photos, hein, pour arriver à réaliser la mosaïque, l'orthophoto complète de la parcelle. Donc ça va rajouter quelques difficultés supplémentaires, on l'évoquera dans les conclusions finales. Alors pour les besoins de mise au point de recherche, hein, là on fait tout un suivi au sol en même temps qu'on fait les prises de vue. Donc on positionne des petites zones, des petites placettes de contrôle au sol, sur lesquelles on va faire des mesures avec un radiomètre de terrain pour calibrer, vérifier les réponses au niveau réflectance du drone. On met des cibles visibles dans les images pour le positionnement GPS très précis, hein, et on fait un certain nombre de mesures complémentaires qui vont être utiles aussi pour l'exploitation des données. Bon, la première opération nécessaire, c'est le géoréférencement. Donc les cibles que j'évoquais, hein, vont être positionnées avec des levées des GPS centimétriques, de manière à pouvoir avoir des données très précises au niveau de l'image finale. Les mesures spectrales, je l'évoquais il y a un instant, donc là on utilise nous un spectro-radiomètre de terrain Flispec, il y a plusieurs modèles qui existent, hein, qui permet d'acquérir directement un spectre continu dans toute une gamme de longueurs d'onde allant jusqu'à l'infrarouge, hein, de manière à pouvoir caractériser vraiment au plus près de l'objet la réponse spectrale et vérifier les réponses après qui sont données au niveau du drone, hein, vérifier au niveau de l'imagerie aérienne la bonne réponse du capteur. Donc dans ces mesures spectrales, hein, classiquement, bon, il y a un peu de traitement, de pré-traitement à faire. On enregistre des centaines, voire des milliers de spectres, hein. Donc nous, on a développé toute une petite librairie de traitement sous Excel, hein, qui permet de filtrer les données. En particulier, là, on voit sur la diapo des pics qui correspondent à l'absorption par l'eau atmosphérique, hein, qui viennent bruiter beaucoup les spectres. Donc on a des algorithmes pour filtrer ces bruits à l'intérieur des spectres avant de les utiliser. Et puis après, l'étape suivante, hein, ça va être effectivement de simuler grâce à ces spectres de terrain la réponse du capteur embarqué, là c'était le capteur Erinov, de manière à avoir des réponses comparables, hein, pour vérifier si effectivement le bon comportement en l'air du capteur par rapport aux données prises sur le terrain. Donc là on a un petit, pareil dans notre boîte à outils, on a développé un petit simulateur, hein, qui permet d'intégrer les données spectrales sur les mêmes gammes de longueur d'onde que le capteur aéroporté. Donc après, une fois qu'on a fait ça, on peut donc comparer, hein, les données au sol déjà avec les données prises à l'échelle du drone pour voir s'il n'y a pas d'effet trop nuisible et si la donnée aéroportée est vraiment exploitable. Donc là, on va faire des régressions, hein, tout simplement, statistiques, entre la mesure au sol et la mesure aéroportée. Alors comme on a des données multispectrales, hein, souvent ce qu'on fait, c'est des régressions un peu particulières, ce n'est pas des régressions simples, hein, c'est des régressions multiples, mais qui utilisent essentiellement les algorithmes qu'on appelle de PLFR, qui sont pour nous développés sous R. Donc là, on a développé en fait toute une boîte à outils, hein, qui permet d'intégrer différents facteurs. Donc un des facteurs qui nous intéresse aussi, c'est la rugosité du sol, quand on travaille sur sol nu, parce que quand on a un sol très rugueux, hein, il génère des ombres portées qui vont dégrader, qui vont modifier la réflectance de l'objet en tant que tel. Donc on essaie de mesurer cette rugosité du sol. Donc là, j'ai développé des approches aussi par photogrammétrie, mais avec des photos au sol. Donc on prend une placette, vous voyez ici les photos qui sont, les 9 photos qui sont sur le côté là, elles sont prises sous différents angles
de prise de vue. Hein. Et par le même principe photogrammétrique, on peut reconstituer ce qu'on voit ici sur la droite de la diapo, un modèle en 3D hein, de la placette, sur laquelle on peut calculer, en fait, on voit les modes en 3D, hein, on peut calculer des indices de rugosité et corriger la réflectance. Donc là, voilà, on a ici le modèle 3D, le modèle numérique de surface, et on calcule les ombres portées, qui sont en fonction de la hauteur du soleil à l'heure de la mesure, hein, et on a essayé, donc à partir de là, d'établir un facteur de correction hein, de la rugosité. Bon, en même temps, on acquiert effectivement des données descriptives générales sur les sols, donc on fait des sondages, des analyses de sol, pour avoir des références hein, sur un certain nombre de points. Donc des prélèvements de sol, des analyses de sol classiques, hein, en particulier bon, bah, la matière organique, puisque c'est la variable qui nous intéressait le plus. Et donc on a établi un petit modèle, un premier modèle de prédiction du carbone organique en fonction de la réflectance dans différentes longueurs d'onde. Donc là on a utilisé les 4 longueurs d'onde correspondant au capteur du drone, donc le rouge, vert, proche infrarouge et red edge. Hein. Donc ça a été fait, effectivement, je l'évoquais tout à l'heure avec l'approche PLSR, hein, sous le logiciel R, et avec NVIDIA pour la spatialisation. Donc effectivement, la mesure, hein, on le voit, pour atteindre une variable telle que la matière organique, mais c'est pareil pour la teneur en chlorophylle d'un végétal ou sa biomasse, elle est perturbée par des facteurs contradictoires avec la variable d'intérêt. Par exemple, ici, nous, on s'intéresse au carbone organique. Il y a d'autres facteurs physico-chimiques qu'on va appeler facteurs intrinsèques qui vont aussi venir influencer la réflectance finale, comme par exemple le calcaire, la teneur en calcaire. Hein. Plus le sol est calcaire, plus il est clair, et plus il va avoir tendance à augmenter la réflectance. La teneur en fer aussi. Et puis d'autres facteurs, on l'a évoqué, la rugosité, mais aussi l'humidité. Hein. Plus un sol est humide, plus il va être sombre. Ces facteurs-là viennent aussi influencer la réflectance. Donc dans l'idéal, il faut un modèle qui essaie d'intégrer ces différents facteurs, et donc il faut mesurer d'autres facteurs aussi, hein, comme la rugosité et l'humidité, pour arriver à avoir une bonne prédiction de la variable d'intérêt. Donc là, c'est ce qu'on a essayé de faire. Bon, j'avais déjà un petit peu présenté ça tout à l'heure, l'influence sur le spectre de la rugosité et de l'humidité. Bon, ça va dans le même sens pour les deux. Hein. Et donc l'idée, c'est que là, on a établi un facteur d'atténuation qui est déterminé en caractérisant justement un sol à l'état sec et un sol à l'état humide, par exemple, pour l'humidité. Et ce facteur d'atténuation, hein, on va l'utiliser pour corriger les réflectances mesurées, hein, de manière à tenir compte en chaque site de la rugosité et de l'humidité. Voilà, donc on établit ce facteur de correction, donc qui est plus ou moins un facteur de correction qui n'est pas linéaire, mais qui est plutôt inversement exponentiel. Pardon, j'ai sauté une diapositive. Donc voilà sur le principe de la mesure et le modèle. Donc voilà l'exemple d'application maintenant sur la parcelle elle-même, donc la parcelle de la grande borne. Donc le point de départ, on l'avait évoqué tout à l'heure, hein, c'est le fait qu'on ne va pas avoir une prise de vue, hein, mais toute une série de prises de vue. Donc là, en l'occurrence, hein, on avait jusqu'à à peu près 1 millier d'images hein, qui a permis de couvrir la parcelle de 13 hectares avec une résolution de environ 15 cm. Et donc avec des mesures dans le visible et dans l'infrarouge. Donc voilà la composition colorée telle qu'on peut la sortir sur une vue de la parcelle. Hein. On voit donc toutes les zones en vert, c'est les zones en sol nu, et les zones en rouge, hein, classiquement, c'est celles qui correspondent à la réponse en infrarouge, c'est les zones où il y avait une culture végétalisée. Alors un des critères essentiels pour la bonne acquisition de la donnée, hein, c'est d'avoir un fort taux de recouvrement longitudinal et latéral des prises de vue hein, pour pouvoir bien sortir un bon modèle 3D et avoir une image d'une bonne qualité. Donc ça nécessite de bien programmer son vol pour avoir effectivement un bon taux de recouvrement et avoir une bonne imagerie finale. Donc j'avais évoqué les mesures au sol, hein, donc voilà sur la parcelle on a réalisé à peu près 23 placettes sur laquelle ont été faites toutes les mesures que j'ai évoquées tout à l'heure, hein, donc prélèvement de sol, analyse de laboratoire, suivi GPS détaillé. Donc là on voit la résolution des images, on a à gauche une bande de l'image multispectrale, donc là on est à 15 cm de résolution. Hein, les deux tâches qu'on voit c'est les petites cibles de référencement. Et on voit à droite l'image en visible, donc il y a eu 2 vols de fait, un en multispectral et un en visible, avec une résolution de 1,5 cm. Alors on voit que ça génère des images d'une taille quand même assez conséquente, hein, parce que là on est à plus de 20 000 par 20 000 pixels. Bon, ça c'est le positionnement GPS, on voit qu'on arrive à quand même des positionnements assez précis
avec les outils dont on dispose maintenant. Là, on est quasiment à quelques centimètres de précision de référencement. Là, on a les courbes de corrélation entre la réponse du capteur embarqué et les mêmes mesures faites au sol. Donc on voit qu'on a quand même des très bonnes corrélations, hein, donc un très bon comportement du capteur aéroporté, puisque là on a des R2 de pratiquement entre 0,8 et 0,9, hein, donc on a une bonne correspondance. Bon, là, je vais peut-être passer un petit peu les détails des matrices de corrélation. Donc ça, c'est le modèle de prédiction tel qu'on l'a vu tout à l'heure, hein, qui permet statistiquement donc, de prédire la teneur en carbone à partir des différentes réponses spectrales. Donc on a une combinaison linéaire à la fin, hein, permettant de calculer le carbone en fonction des réponses spectrales. Donc une fois qu'on a cette formule qu'on a établie sous R statistiquement, il suffit de l'appliquer par exemple sous NB avec l'opérateur BandMath, hein, où on peut rentrer une formule arithmétique. Donc il suffit de rentrer cette formule permettant de combiner les différents canaux, et on obtient au final une cartographie qui correspond à la teneur directement en carbone organique, hein, donc en grammes par kilo. Bon, en général, on va masquer l'imagerie finale par la parcelle pour éliminer tous les pixels qui sont à l'extérieur de la zone d'intérêt pour pouvoir calculer des statistiques à la parcelle. Donc voilà classiquement le résultat, hein, avec des teneurs. Donc on voit qu'on a quand même une variabilité sur cette parcelle assez importante en termes de teneur, hein, puisqu'on est quand même de 10, même si ça reste des teneurs assez faibles, hein, de 10 à 20 grammes par kilo. Voilà, bon, je ne veux peut-être pas redétailler trop là. Je vais montrer un deuxième exemple avant de conclure là, sur l'autre parcelle que j'évoquais tout à l'heure, Caliagro. Là, on n'est plus sur les sols, mais sur le suivi d'une culture. Là, c'est une expérimentation qu'on a fait cet été sur cette parcelle en maïs, qui était en maïs. Donc là, on a fait un essai pour voir si on pouvait déterminer la hauteur du maïs, justement. Donc là, en s'intéressant à la variable Z, acquise par l'imagerie drone. Donc voilà le système de pilotage, on va dire, hein, du drone. Là, on a un modem qui est disposé sur le toit qui permet de communiquer avec le drone et un ordinateur qui fait office de station de contrôle. Et là, on a utilisé un appareil photo et le capteur multispectral, donc d'Airinov, hein, qu'on a évoqué tout à l'heure, pour faire les mesures multispectrales. Donc voilà, là, je vais vous montrer un petit exemple. C'est une vidéo qui a été tournée justement lors de cette démonstration cet été, hein. Voilà, donc vous voyez le drone, le IBI, là, que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est équipé de son capteur multispectral. Donc on a préprogrammé, bon j'avais déjà montré tout à l'heure cette diapo-là, on a préprogrammé le vol grâce au logiciel qui est assez simple à utiliser sur le IBI qui s'appelle eMotion, hein. On lui donne en gros le sens de décollage et d'atterrissage en fonction du vent, l'altitude à laquelle on veut travailler, ce qui va conditionner la résolution des images, le taux de recouvrement latéral et longitudinal, vous voyez, qu'on a évoqué tout à l'heure, hein, et lui il calcule automatiquement son plan de vol. Donc on le secoue pour faire démarrer le moteur. On a activé bien sûr le GPS, tout ce qui est nécessaire, mais c'est assez simple à faire. On le lance simplement et lui, il va prendre son envol, monter à son point d'altitude correspondant au plan de vol, hein, voilà, et il va ensuite il va démarrer son plan de vol et suivre ses lignes pour faire ces différentes prises de vue. Donc ça, c'est des outils qui maintenant sont assez simples à utiliser puisqu'on a pratiquement automatisé, hein, une bonne partie du travail, hein, pour la prise de vue. Donc voilà un exemple de résultats sur ces prises de vue qui ont été faites, où là on a mesuré effectivement la hauteur du maïs, hein. Donc on a, à partir de l'imagerie du drone, généré le modèle numérique de surface, donc l'altitude, hein, c'est ce qu'on voit en haut de la diapo. Alors évidemment, ce qu'on mesure, c'est à la fois la hauteur du maïs, mais aussi ça dépend de l'altitude de la parcelle. Donc pour corriger ça, on a fait une première manip en avril, quand la parcelle était en sol nu, de manière à sortir l'altitude, la topographie, si vous voulez, et la manip qu'on vient de voir qui était au mois d'août, où là on a l'effet de la topo et de la hauteur du maïs. Donc en soustrayant l'image d'août par l'image d'avril, on obtient effectivement l'image du bas qui est la hauteur du maïs, hein, prédite par les images drone. Alors on a fait des mesures de terrain pour mesurer la hauteur du maïs et positionner ces mesures au DGPS, hein. Et en corrélant les deux, on voit en bas qu'on a une corrélation, hein, pratiquement à 94%. Donc on a une prédiction quand même assez fine. Là on est de l'ordre du décimètre, on est inférieur au décimètre comme erreur de prédiction sur la hauteur. Donc c'est assez intéressant pour pouvoir suivre spatialement, hein, dans la parcelle les zones de développement de la culture. Là, on voit un essai de justement cette hauteur qui est moyennée, agrégée au niveau des différentes placettes,
Ah, donc plus c'est rouge, plus la hauteur est élevée, plus c'est vert, plus la hauteur est faible. Et donc on voit en particulier ceux qui s'appellent T, là, ce sont les témoins qui n'ont pas du tout d'apport de matière organique, une très faible fertilisation. Bon, c'est logiquement ceux qui ont les plus faibles hauteurs de développement, hein. Et puis certains types de fertilisants, les fumiers, ou je ne sais plus lesquels exactement, oui, il y a le fumier, je crois, qui donnent un effet le plus positif sur les placettes avec une hauteur du maïs la plus élevée. Là, on peut suivre, on voit là ici l'extraction d'un profil sur une petite zone sous Envy. Donc on peut suivre à n'importe quel endroit puisqu'on a des valeurs là pratiquement tous les 10 cm, hein, la hauteur du maïs et regarder à la transition entre telle et telle zone comment ça fonctionne. Là on voit par exemple ici en bas l'image en visible, on voit très nettement les plants de maïs. On voit même des zones un peu claires qui correspondent à des invasions de chardon. Et la ligne rouge, c'est le transect sur lequel on a sorti le profil. Et on voit nettement les variations de hauteur, hein, quand on passe d'une placette à l'autre. J'évoquais là effectivement les adventices, hein, les mauvaises herbes. Là, on voit une restitution sous la forme d'un modèle 3D, là, sous Envy. Et on voit les zones blanchâtres là, qui correspondent effectivement aux invasions de chardon. Alors il y a d'autres adventices aussi qui étaient présents. Alors là, il y en a beaucoup parce que cette année, hein, c'est une étape où on passe en agriculture bio, donc il n'y avait plus de phytos qui ont été mis, quoi. Donc là, on voit le calcul du NDVI, hein, sur la placette. Alors on peut deviner, là on va en reparler dans quelques secondes là, sur la conclusion, des variations de luminosité, hein, qui apparaissent, qui peuvent sembler un peu décorrélées de l'objet. Ça, c'est une des difficultés principales avec ce type d'imagerie. Bon, et on va le contourner quand même essentiellement par le calcul de l'indice de NDVI, hein, qui lui va normaliser un peu les réponses. Donc là, on voit par exemple le calcul du NDVI classique, hein, à partir de cette mesure spectrale. Et ici, on a aussi la prédiction de la teneur en chlorophylle, hein. C'est un modèle développé sur maïs, à partir justement de la longueur d'onde, la du red edge qu'on évoquait tout à l'heure. Donc en utilisant un rapport entre la réflectance dans le prochain infrarouge et dans le red edge, hein, on arrive à prédire la teneur en chlorophylle sur cette partie maïs. Donc voilà, pour conclure, ce qu'on peut voir ici sur ces utilisations de télédétection pour l'agriculture de précision, c'est qu'en particulier sur les manips drones dont on a vu les exemples, les mesures de réflectance semblent quand même relativement fiables et exploitables en tout cas pour développer ce type d'application. On a vu que sur le suivi du carbone organique, nous on a pu établir des modèles simplifiés, mais qu'il faut améliorer, en particulier en intégrant des variables extrinsèques. On peut suivre des cultures sur phase foliaire, chlorophylle, comme on le faisait avec d'autres techniques de télédétection classiques, hein. Le drone, je ne l'ai pas évoqué jusqu'à présent, mais en tout cas pour le suivi d'expérimentation au champ comme ça, et nous pour la recherche, c'est un outil très intéressant parce qu'il apporte quelque chose qu'on n'avait pas jusqu'à présent avec les données de télédétection, c'est la maîtrise du moment de la prise de vue. C'est-à-dire qu'on peut être synchrone avec la prise de vue avec les mesures de validation de terrain. Donc on va aller faire nos mesures de terrain, on est sûr qu'elles sont exactement au moment de la prise de vue, ce qui est très difficile à obtenir avec les prises de vue satellites par exemple. On peut être synchrone aussi avec une pratique agricole. Si on veut aller, on a vu le cas pour le carbone organique, on veut être dans le cas optimum, c'est-à-dire on va aller faire la prise de vue quelques jours au moment du semis par exemple, parce que le sol aura été travaillé. Là on a la capacité de le faire, on pourra difficilement programmer une prise de vue satellite qui soit adéquate, d'autant plus que, évidemment, les travaux ne sont pas synchrones dans toutes les parcelles de toutes les exploitations. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis, on peut répéter assez facilement les mesures dans le temps et faire un suivi très fin temporellement. Souvent, on insiste sur l'aspect spatial, parce qu'on va obtenir des données à très haute résolution, mais c'est aussi l'aspect temporel, puisqu'on va être capable de faire des suivis dans le temps très fins. Donc, on a vu que le modèle de drone là, du ILI était assez facile à utiliser. Alors, il y a des limites aussi, hein, en termes de charge embarquée, mais il est très opérationnel, hein, dans sa partie vol. Alors au niveau des limites, je l'ai déjà évoqué plusieurs fois, une des difficultés principales qu'on rencontre, c'est les variations de luminosité qu'on a entre les différentes prises de vue. Hein, ici, on a par exemple, bon là c'est un type d'illustration, mais des images qui sont plus sombres que l'ensemble de la scène, parce qu'à un moment donné, on peut avoir des variations globales de luminosité, qui sont dues au voile nuageux global, on va dire. Et à certains moments, on peut avoir des ombres portées ou des trouées dans les nuages qui font qu'on va avoir des zones plus ou moins éclairées très localement. Donc ça nécessite d'une part soit de faire une mesure justement de la luminosité ambiante. Donc là, on a vu que sur le capteur Erinov Multispec, on a effectivement un capteur de luminosité ambiante.
ou de développer des algorithmes aussi d'égalisation pour homogénéiser les images. Ça nécessite aussi, pour avoir une bonne qualité d'image, de maîtriser les conditions de vol, pour avoir un bon taux de recouvrement, couvrir toute la parcelle, et avoir aussi des images bien nettes. Hein, ça, c'est pas toujours forcément évident, et la résolution adéquate, parce qu'on a aussi un volume de données assez important. Une autre limite qui est importante, c'est que ces approches photogrammétriques nécessitent des gros temps de calcul. Donc il faut un ordinateur assez puissant, voire même un petit serveur de calcul, parce que là on peut avoir des temps de calcul qui vont de l'heure à plusieurs heures, suivant la taille de la zone à traiter. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc ça c'est un travail qui a été soutenu effectivement par un projet INRA en particulier, qui s'appelle le SOAR Pro, qui est un projet de site de suivi à long terme sur les apports de produits organiques. Je vous remercie.